Bienvenue dans ce grand traité consacré à l'architecture expérimentale du réacteur hybride. Nous ne décrivons pas ici une machine déjà réalisée, mais un cadre conceptuel cohérent et testable. L'idée centrale, traiter le plasma comme un système électromagnétique actif, mesurable et synchronisable. Abordons maintenant le principe de la compression dynamique et du seuil critique. Imaginez un piston mécanique. Compresser favorise la réactivité, mais au prix d'une contrainte accrue. Mathématiquement, la pression magnétique Pb est égale au carré de l'intensité du champ B sur 2 μ0. Cette relation montre que la contrainte augmente très fortement avec le champ. C'est un outil puissant mais non trivial. La conséquence, une compression mal contrôlée dégrade le confinement NT-ToE par des instabilités MHD. La solution réside dans la synchronisation, moduler la contrainte au rythme exact du plasma. C'est ici qu'interviennent la boucle à verrouillage de phase, ou PLL, et la commande K. Le réacteur n'est pas un simple volume, mais un système organisé en couches fonctionnelles. Au centre, la couche 1, le cœur plasma, source de chaleur, de champs et de neutrons. Autour, la couche 2 assure le confinement magnétique principal, structure de base du système. La couche 3 introduit la modulation dynamique pour stabiliser les modes internes. La couche 4 regroupe les diagnostics, lieu indispensable du pilotage adaptatif. La couche 5 est le cerveau, la commande K et la PLL, arbitrant les actions en temps réel. La couche 6 gère la récupération, thermique pour le rendement et inductive pour la mesure. La couche 7, la première paroi, fait face au flux neutronique et à la charge thermique. La couche 8 est stratégique, la couverture lithium destinée à régénérer le tritium. Enfin, la couche 9 organise le tri neutronique, pilier de la valorisation fonctionnelle. Le choix du combustible détermine toute l'architecture du réacteur et sa sûreté. La réaction de référence est deutérium-tritium, produisant un hélium 4 et un neutron rapide. Ici, le neutron est double, une contrainte radiologique mais aussi une ressource pour le cycle combustible. La priorité absolue est la boucle lithium-tritium. Sans elle, le cycle n'est pas durable. Introduisons le cycle FTRH, fusion, transmutation et radiolyse hydrogénée. C'est une branche secondaire, comme un phare captant les neutrons excédentaires pour la recherche. Le FTRH explore la radiolyse hydrogénée pour produire des espèces chimiques sous irradiation. La conséquence est stricte. Le FTRH ne doit jamais consommer de neutrons au détriment du tritium. Les branches chlorées et sodiques sont formellement exclues du flux neutronique fort pour éviter les isotopes à vie longue. La règle du document, tritium d'abord, valorisation secondaire ensuite. Le ratio TBR est le gardien du cycle. Aucun concept de fusion n'est crédible s'il ne place pas la sécurité au sommet de sa hiérarchie. La sécurité prime sur la performance. Chaque fonction doit être bornée par des indices critiques. L'indice S global aide à superviser le système, mais un seul seuil individuel suffit à déclencher l'arrêt. L'activation des matériaux sous neutrons impose des choix rigoureux et une maintenance à distance. Le coefficient K-safe borne toutes les commandes. Aucun coefficient K ne doit dépasser la sécurité. L'arrêt contrôlé n'est pas une coupure brutale, mais une séquence de réduction hiérarchisée. La validation du modèle doit être progressive, étape par étape, pour rester scientifiquement défendable. De la simulation à la démonstration avancée, chaque brique doit être mesurée et comparée à une référence. Rappel crucial. Une observation unique n'est pas une validation. Le résultat doit être reproductible. Et un signal mesuré ne prouve pas encore un gain énergétique net. Prudence et rigueur. Ce grand traité constitue la base d'un dossier de recherche structuré et falsifiable. Sa valeur réside dans sa cohérence interne et sa capacité à proposer des tests clairs. La fusion contrôlée reste le défi majeur du siècle. Ce modèle propose une route pour y parvenir. Écoutez le plasma avant de le contraindre. Telle est la philosophie de notre approche. Une architecture expérimentale de convergence entre physique des plasmas et contrôle adaptatif. Le réacteur hybride n'est pas encore une machine démontrée, mais une proposition structurée pour l'avenir. Le projet avance avec la révérence due aux lois universelles de la physique. Nous terminons ici cette synthèse monumentale du document maître fusion. Denis Mamolar, ce travail est désormais entre vos mains pour la suite de l'aventure humaine. Bienvenue dans cette leçon de physique fondamentale sur le quatrième état de la matière, le plasma. Aujourd'hui, nous explorons le cœur de la fusion nucléaire et les mystères de la cohérence collective. Imaginez le plasma non comme un simple gaz, mais comme une entité collective réagissant au champ. Mathématiquement, la densité ionique compense la densité électronique. C'est la quasi-neutralité.
Cette propriété permet au plasma de conduire l'électricité et de générer ses propres champs internes. Pour comprendre l'écrantage des charges, considérons la longueur de Debye comme une distance de protection. Elle définit la limite où les perturbations électriques sont neutralisées par la redistribution des charges libres. Au-delà de cette échelle, le plasma se comporte comme un milieu macroscopiquement neutre et stable. La force de Lorentz agit comme des rails invisibles guidant le mouvement des particules chargées. Elle lie la charge, la vitesse et les champs électriques et magnétiques dans une dynamique complexe. C'est le fondement du confinement magnétique. Utiliser des champs pour maintenir la chaleur intense. La pression du plasma cherche l'expansion, tandis que la pression magnétique impose la contrainte. Le paramètre bêta compare ces deux forces. S'il approche l'unité, le plasma devient dominant. Un équilibre instable peut mener à des pertes de confinement brutales et des dommages thermiques. La réaction deutérium-tritium exige de franchir la barrière électrostatique par une chaleur extrême. Cette fusion libère un hélium chargé et un neutron rapide, porteur de l'énergie future. Le neutron doit être capturé par le lithium pour régénérer le précieux combustible, le tritium. L'ouverture vers le cycle FTRH permet d'envisager une valorisation neutronique complémentaire. La règle est stricte, la régénération du tritium prime sur toute autre utilisation des neutrons. Nous avons posé le socle. Plasma, confinement et cycle du combustible. Passons à l'hypothèse centrale. Explorons maintenant le concept révolutionnaire du plasma automagnétique. Dans certains régimes, le plasma ne subit plus seulement, il devient partiellement directeur. Lorsque le champ interne égale le champ externe, le couplage devient intensément fort. Le plasma modifie alors activement la dynamique globale de son propre confinement. L'état de champ 1.2 décrit ce régime hybride entre gaz libre et structure magnétique directrice. C'est un état où la réponse magnétique devient suffisamment cohérente pour influencer le contrôle. La supervision doit désormais écouter le plasma avant de chercher à le contraindre davantage. La susceptibilité collective mesure comment le système amplifie la réponse à un champ appliqué. Si les éléments répondent de concert, la réponse croît comme le carré du nombre de particules. Cette signature expérimentale permettrait de confirmer l'existence de cet état collectif. On peut alors considérer le plasma au niveau du contrôle comme un oscillateur collectif. L'équation d'Adler modélise ce verrouillage de phase entre le plasma et le signal de commande. La synchronisation remplace alors la force brute pour stabiliser les modes dominants du plasma. La commande K agit comme une couche de régulation fine du couplage magnétique. Elle ajuste l'intensité du microbiais et la force de verrouillage pour optimiser la stabilité. L'objectif n'est pas de maximiser K, mais de l'ajuster à l'état réel et mesuré du plasma. La compression dynamique peut favoriser l'état collectif si elle est parfaitement synchronisée. Une compression mal phasée peut amplifier une instabilité. La précision est donc vitale. La synergie entre compression et synchronisation rapproche le système du seuil critique de fusion. L'observation d'une hystérésis magnétique serait un indice fort d'un régime collectif. Cela signifierait que la réponse du plasma dépend de son histoire et de sa mémoire dynamique. Le plasma automagnétique n'est pas un aimant permanent, mais un système structuré à intégrer au contrôle. L'aventure continue vers la maîtrise de la compression sans désynchronisation. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans ce cours magistral sur la physique des plasmas. Nous allons explorer aujourd'hui le concept de plasma automagnétique. Imaginez un orchestre où les musiciens ne suivent plus un chef extérieur, mais créent leur propre harmonie collective. Mathématiquement, la force collective s'exprime par le produit vectoriel de la densité de courant J et du champ magnétique B. La conséquence est majeure. Le plasma cesse d'être passif pour devenir un système électromagnétique directeur. Distinguons d'abord le champ externe, Bext, produit par nos machines et aimants de confinement. A l'inverse, le champ interne Beint est la réponse active générée par le plasma lui-même. Le champ effectif total est la somme de ses composantes, incluant les perturbations transitoires. Le régime devient critique lorsque Beint approche de Bext. C'est le seuil du couplage fort. Pour comprendre cela, utilisons l'analogie de la pression. C'est le paramètre bêta de notre système. Mathématiquement, bêta compare la pression du plasma à la pression magnétique environnante. Si bêta approche de 1, le plasma réagit au confinement et peut devenir instable ou directeur. Un plasma directeur n'est pas un esclave, mais un partenaire dont il faut écouter les fréquences. Plutôt que de forcer le système, nous cherchons à synchroniser notre commande avec ses modes naturels. La stratégie repose sur la mesure de la phase et de la fréquence pour une correction précise. La conséquence est une stabilité renforcée et une réduction des instabilités destructrices. Abordons maintenant la compression dynamique, essentielle pour atteindre les conditions de fusion.
Le but est d'améliorer le produit triple, densité, température et temps de confinement. Nous cherchons à maximiser le produit NT-TOE pour franchir le seuil de rentabilité énergétique. Une compression réussie déclenche les réactions de fusion au cœur du plasma. Mais attention, la compression doit être synchronisée avec les modes internes du plasma. Une pression appliquée au mauvais moment peut amplifier les turbulences et briser le confinement. La modulation doit suivre la fréquence oméga plasma pour maintenir l'équilibre. La synchronisation permet de comprimer le plasma sans provoquer de désynchronisation fatale. C'est ici qu'intervient la commande K, le cerveau de notre régulation adaptative. Elle ajuste l'intensité de la compression selon les limites de sécurité et la réponse du plasma. La commande est toujours bornée par un facteur de sécurité, K-Safe, pour éviter tout surpilotage. Grâce à elle, nous explorons des régimes de haute performance en minimisant les risques de disruption. La compression n'est pas sans danger. Elle peut générer des modes de tearing et des disruptions. Trop de force sans synchronisation conduit à une perte brutale de l'énergie stockée. Nous mesurons l'indicateur d'instabilité S pour s'assurer qu'il reste sous le seuil critique. L'échec de la synchronisation mène inévitablement à la fin prématurée de la réaction. L'état de champ 1,5 est cette zone hybride où le plasma reste fluide mais devient cohérent. C'est un état intermédiaire entre le gaz désordonné et la structure magnétique rigide. Sa signature est une réponse collective amplifiée, proportionnelle au carré du nombre d'éléments. Cet état permet de rendre le plasma plus lisible et donc plus facile à piloter par synchronisation. La route est encore longue, mais la synchronisation est la clé d'un contrôle apaisé de l'énergie stellaire. Nous n'imposons plus notre volonté au plasma, nous entrons en résonance avec lui. De bêta à l'équation d'Adler, chaque étape nous rapproche d'une fusion stable et durable. La conséquence physique ultime est une source d'énergie inépuisable pour notre civilisation. Merci de votre attention pour ce cours sur la fusion. J'espère que cette exploration vous a éclairé. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles découvertes académiques. Bienvenue dans cette étude approfondie du document Maître Fusion. Nous allons explorer les mécanismes de contrôle et l'architecture de demain. Le chapitre 4 pose les bases du pilotage adaptatif, la commande K et la synchronisation par boucle à verrouillage de phase. Son rôle est crucial, transformer les signaux complexes du plasma en actions de contrôle adaptative sans déstabiliser le système. La commande K n'est pas une force unique, mais une famille de coefficients de pilotage ajustant les couplages du réacteur. Elle permet de passer d'un champ imposé à une logique où l'action est dictée par l'état mesuré du plasma. Pourquoi cette commande ? Parce qu'un plasma évolue rapidement, présentant des gradients et des fluctuations imprévisibles. La synchronisation PLL consiste à ajuster un système externe pour qu'il suive une dynamique interne complexe. Elle s'appuie sur des signaux de référence comme les oscillations magnétiques ou les fluctuations de densité. L'équation d'Adler décrit ce verrouillage de manière simplifiée, liant la phase relative et la force de verrouillage. Attention, la PLL n'est utile que si le signal est propre. Un mauvais verrouillage peut amplifier les instabilités. Le fonctionnement se décline en niveaux, de la PLL passive à la PLL sécurisée, bornée par les impératifs de sûreté. Le coefficient KRF contrôle l'intensité et la fréquence des excitations radiofréquences pour le chauffage. KB gère la modulation du champ externe, tandis que KComp pilote la compression sous contrainte de sécurité. CREC autorise une récupération limitée, mais KSafe reste le plafond global imposé par l'état de sécurité. La forme générale est simple. L'action appliquée est le produit du coefficient par l'écart mesuré. Un indice global S global assure que la commande reste toujours bornée par les limites thermiques et neutroniques. Sans diagnostic fiable, pas de commande avancée. C'est la règle d'or de la confiance diagnostique. La logique de compression est directe, mesurer le mode, estimer la phase et ajuster la compression via KComp. La récupération ne doit jamais dominer la stabilité. CREC augmente seulement si le plasma reste stable. Le coefficient Kn contrôle la répartition neutronique avec une priorité absolue donnée au cycle du tritium. Le protocole de validation est progressif, de la simulation jusqu'à la comparaison complète avec le contrôle fixe. En synthèse, la commande K adapte l'action sans forcer le plasma, sous une limite de sécurité prioritaire. Passons maintenant à l'organisation matérielle, l'architecture du réacteur hybride. Le chapitre 5 transforme nos principes de contrôle en une structure fonctionnelle multicouche. Le principe est clair, chaque fonction doit être localisée, mesurée, pilotée et strictement limitée. L'architecture se décline en 14 couches fonctionnelles, du cœur plasma jusqu'à la supervision globale. La première couche est le cœur plasma, centre actif où les réactions de fusion sont recherchées. La deuxième couche assure le confinement magnétique principal,
fournissant la contrainte de base stable. La troisième couche permet la modulation dynamique pour stabiliser les modes et appliquer les microbiais. Les diagnostics forment la quatrième couche, mesurant chaque paramètre vital pour alimenter la supervision. La cinquième couche héberge la commande K et la PLL, le cerveau du pilotage et de la synchronisation. La récupération, qu'elle soit inductive ou thermique, occupe les couches 6 et 12 pour valoriser l'énergie. La couverture lithium-tritium est essentielle pour l'autonomie du combustible dans une architecture DT. La zone de tri neutronique oriente chaque fraction de flux selon sa fonction prioritaire ou secondaire. Le réservoir FTRH permet des essais de transmutation secondaire, sans jamais compromettre le bilan du tritium. La 11e couche assure le blindage et la radioprotection, protégeant l'homme et l'électronique sensible. Le bus interne distribue et stabilise l'énergie électrique pour les fonctions critiques du réacteur. Enfin, la supervision globale orchestre l'ensemble avec une hiérarchie stricte. La sûreté prime sur tout. La sécurité est intégrée à chaque couche, calculée via un indice global qui déclenche les modes de repli. Le réacteur prévoit plusieurs modes de fonctionnement, évitant toute transition brutale ou non caractérisée. Une architecture minimale permet de tester le contrôle et la commande K avant d'envisager la fusion complète. L'objectif final reste une architecture complète intégrant toutes les boucles de rétroaction et de récupération. Les interfaces entre couches sont les zones les plus risquées et doivent faire l'objet d'une surveillance constante. La cohérence repose sur la séparation des fonctions, la priorité neutronique et la limitation par la sécurité. L'architecture hybride n'est pas un simple volume, mais un système actif et segmenté pour un contrôle total. N'oublions pas les erreurs, croire que l'architecture est déjà réalisée ou négliger le rôle vital du tritium. Nous avons parcouru le chemin des algorithmes de la commande K jusqu'au mur du réacteur hybride. L'avenir de la fusion repose sur cette précision chirurgicale et cette vigilance de chaque instant. Que ces archives guident nos futurs travaux pour une énergie propre et maîtrisée. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Denis, nous entamons aujourd'hui une exploration approfondie des fondements de la fusion. Bienvenue dans ce traité cinématographique sur les combustibles et la capture d'énergie. Le combustible n'est pas qu'un simple gaz injecté. Il dicte tout, de la température nécessaire à la stratégie de récupération d'énergie jusqu'à la radioprotection. La logique est une chaîne immuable. Le combustible alimente la réaction qui génère des produits, libérant l'énergie sous le sceau de la sécurité. Formellement, nous devons clore le cycle. Chaque neutron produit doit servir à régénérer ce qui a été consommé. C'est l'équation de la durabilité. L'hydrogène possède 3 visages importants pour notre quête: le protium, le deutérium et le tritium. Chacun joue un rôle unique. Le protium, l'hydrogène ordinaire, est le plus simple. Mais dans notre réacteur, il n'est qu'un témoin, un gaz de test pour nos mesures initiales. Mathématiquement, il peut capturer un neutron pour devenir du deutérium, mais cette voie consomme nos précieux neutrons. Elle doit rester secondaire. Le deutérium est le pilier de la fusion. Abondant dans l'eau de nos océans, il est la base stable de tous nos scénarios de réaction. Il intervient dans les réactions les plus énergétiques. C'est le combustible majeur, bien plus accessible que son cousin radioactif, le tritium. Le tritium est une matière critique. Instable et radioactif, il impose une gestion spécialisée, confinement, purification et inventaire permanent. Pourquoi le DT? Parce que c'est la voie la plus accessible pour atteindre les conditions de fusion contrôlées sur Terre. Elle produit un noyau d'hélium chargé et un neutron rapide porteur d'une énergie cinétique immense. C'est ce neutron qui est notre plus grand défi. Physiquement, le neutron est une dualité, une contrainte radiologique qui fragilise les matériaux, mais aussi la ressource indispensable pour produire du tritium. Imaginez une roue qui puise dans le flux de neutrons pour recréer le combustible consommé. C'est la boucle lithium-tritium, notre priorité absolue. Le ratio de reproduction, ou TBR, doit compenser toutes les pertes: fuite, maintenance et inefficacité. Si le TBR chute, le réacteur s'éteint. Le combustible est choisi, le neutron est lancé. Mais comment capter cette fureur sans détruire notre architecture? C'est l'objet du chapitre 7. Récupérer l'énergie ne signifie pas seulement produire de l'électricité, c'est organiser chaque flux physique dans un bilan global rigoureux. L'énergie issue de la fusion se répartit dans plusieurs canaux: neutrons, particules chargées, rayonnement et variation de champ. Mathématiquement, l'énergie totale est la somme de ces canaux. Mais attention, tous ne sont pas directement transformables en électricité. La voie thermique reste notre pilier. C'est la méthode classique: transformer la chaleur déposée par les neutrons en vapeur, puis en mouvement, puis en courant.
La règle est absolue. La capacité de refroidissement doit toujours surpasser la puissance thermique. La sécurité prime sur le rendement. Le noyau d'hélium, ou particule alpha, reste couplé au plasma. Il le chauffe de l'intérieur, réduisant le besoin en puissance externe. C'est une ressource interne vitale. La récupération inductive est plus audacieuse. Elle cherche à capter l'énergie directement des variations du flux magnétique du plasma, comme un transformateur géant. Tout repose sur la rapidité de variation du flux. Mais attention, chaque watt capté impose une charge électromagnétique qui peut déstabiliser le cœur. Le FTRH intervient ici comme une branche secondaire. Il valorise les neutrons sans jamais compromettre la priorité absolue, la régénération du tritium. Imaginez une balance. Pour réussir, le gain net doit être positif. Chaque capteur, chaque commande, chaque perte compte dans le bilan final du P-net. Mathématiquement, le succès est une condition de survie. P-net doit être supérieur à 0. C'est le juge de paix de notre architecture. Aucune voie ne doit être revendiquée sans effet net démontré. La reproductibilité et la stabilité sont nos seuls guides dans cette quête complexe. Récupérer l'énergie n'est pas seulement capter un signal, c'est organiser l'avenir de notre espèce à travers la rigueur de la physique. Merci de votre attention, Denis. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue, Denis. Ce traité documentaire approfondit les chapitres 8 et 9 de notre étude sur la fusion, se concentrant sur le cycle FTRH et les impératifs de sécurité. Commençons par une analogie. Le cycle FTRH est comme une dérivation contrôlée sur un fleuve puissant, capturant une fraction de l'énergie neutronique sans ralentir le courant principal. Mathématiquement, le flux total se divise. Chaque neutron est une ressource précieuse et le cycle FTRH ne doit jamais compromettre la priorité absolue, la régénération du tritium. Physiquement, cela signifie qu'un réservoir hydrogéné hors cœur reçoit une fraction de neutrons pour induire des transmutations ou de la radiolyse, transformant l'excédent en valeur. Le protocole expérimental est rigoureux. Étape 1, simulation neutronique pour évaluer les flux. Étape 2, sélection de matériaux à faible activation pour éviter les isotopes à vie longue. Étape 3, test du réservoir inerte fortement instrumenté. Étape 4, irradiation sous flux faible contrôlé, sans objectif de production immédiate. Étape 5, mesure de la radiolyse et des gaz produits. Étape 6, recherche active de la production de deutérium secondaire, le cœur de notre valorisation. Étape 7, analyse précise de l'activation des composants. Étape 8, comparaison avec un réservoir de référence non irradié pour valider les modèles. Étape 9, couplage limité au système de fusion principal. Enfin, étape 10, décision de maintien ou de modification selon les résultats obtenus. Mais aucune performance ne vaut sans une sécurité absolue. La hiérarchie est claire. Sécurité, stabilité, cycle combustible, puis récupération. La sécurité est comme un système de contrepoids. Elle doit être intégrée à chaque couche du réacteur, prête à annuler toute opération si un seuil est atteint. Mathématiquement, nous définissons un indice global. Si l'un de ces paramètres dépasse le seuil critique, le réacteur bascule immédiatement en mode sécurité. Physiquement, les neutrons rapides sont notre plus grande contrainte. Ils activent les matériaux et modifient leurs propriétés structurelles au fil du temps. C'est pourquoi des matériaux comme le chlore ou le sodium sont strictement exclus des zones neutroniques fortes pour éviter des isotopes dangereux à vie longue. La validation de sécurité suit 13 étapes. 1. Simulation complète des scénarios. 2. Établissement de la matrice de risque pour chaque sous-système. 3. Test de chaque capteur individuel. 4. Test des bobines magnétiques sans plasma pour vérifier les forces mécaniques et l'isolation. 5. Amorçage d'un plasma à faible puissance. 6. Test de la boucle de verrouillage de phase en mode passif pour garantir la stabilité temporelle. 7. Activation de la commande K sous limite stricte. 8. Test des cycles de compression dynamique à faible amplitude. 9. Test de récupération d'énergie thermique. 10. Vérification du contrôle neutronique lors de l'augmentation progressive de la puissance de fusion. 11. Isolement du cycle FTRH. 12. Simulation d'un arrêt contrôlé hiérarchisé. 13. Surveillance des fonctions critiques en mode post-arrêt. La première paroi reste l'organe le plus critique, subissant les flux thermiques et neutroniques les plus violents. Sa surveillance est la clé de la durabilité. Le confinement du tritium impose des barrières redondantes. Chaque microfuite doit déclencher instantanément un mode de sécurité prioritaire. Le bilan énergétique doit être évalué avec prudence. L'objectif initial n'est pas le rendement,
mais la mesure d'un effet stable et maîtrisé. Du mode normal à l'arrêt d'urgence, chaque état du réacteur est codifié pour protéger les hommes, le matériel et l'environnement, sans compromis. En conclusion, le cycle FTRH et la sécurité forment un ensemble indissociable, où la science expérimentale se soumet à la rigueur de la protection nucléaire. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans cette présentation exhaustive de la feuille de route expérimentale pour notre réacteur à fusion hybride contrôlé. Le chapitre 10 transforme notre cadre théorique en un programme expérimental progressif, brique par brique. L'analogie est simple. On ne construit pas une cathédrale sans tester la solidité de chaque pierre et de chaque arc. La validation repose sur une séquence logique, de la simulation au diagnostic jusqu'au cycle FTRH complet. Toute précipitation sans validation rigoureuse conduirait à l'échec structurel de l'ensemble du réacteur. Rappelons la règle d'or. Une simple observation n'est pas une validation, et un signal mesuré n'est pas un gain net. L'hypothèse H1 concerne le plasma automagnétique. Imaginez le plasma comme un aimant qui réagit à son propre champ. Mathématiquement, nous cherchons le régime où le champ interne devient comparable au champ externe. La conséquence physique est un plasma directeur qui impose ses propres contraintes de phase et de fréquence. L'état 1,5 désigne ce régime hypothétique où le plasma présente une cohérence collective partielle. Pour la synchronisation PLL, l'analogie est celle d'un orchestre trouvant son tempo commun. La PLL doit réduire les écarts de phase entre le plasma et la commande par cette relation différentielle. Physiquement, cela permet de stabiliser les modes internes du plasma sans les perturber. La commande K adaptative permet de moduler nos actions selon l'état mesuré, avec une sécurité intégrée. La compression synchronisée, c'est comme le geste du forgeron. L'efficacité dépend du timing exact de l'impact. La pression magnétique doit être appliquée pour améliorer le critère de confinement sans dégrader la stabilité. Il en résulte un meilleur rendement énergétique tout en évitant les instabilités destructrices. La récupération inductive permet de capter l'énergie des variations de flux magnétiques. La boucle lithium-tritium est un cycle de régénération vitale, comme une graine redonnant vie à la plante. La réaction nucléaire doit garantir un taux de régénération du tritium supérieur ou égal à l'unité. Physiquement, cela nécessite une gestion rigoureuse du flux neutronique et des matériaux de blindage. Nous devons mesurer avec précision la densité, la température et le temps de confinement du plasma. Les grandeurs magnétiques incluent le champ externe, le champ interne estimé et les courants de modulation. Le flux neutronique est rigoureusement trié pour assurer la régénération du tritium et la protection du blindage. La sécurité surveille chaque événement, des neutrons à la thermique, pour prévenir tout incident. De la théorie à la simulation, puis au banc de mesure, nous sécurisons chaque étape avant d'injecter le plasma. Le plasma faible permet d'identifier les modes et de tester la synchronisation PLL et la commande K. Nous introduisons ensuite la compression et la récupération inductive pour optimiser le bilan énergétique. L'intégration totale est l'aboutissement de cette route, fusionnant toutes les briques en un système cohérent. Passons maintenant à la conclusion générale. Quelle est la valeur scientifique réelle de ce modèle ? Le modèle n'est pas une nouvelle force physique, mais une architecture de contrôle adaptative. Sa logique est un assemblage fonctionnel, où chaque brique est mesurée, suivie et limitée. Nous nous appuyons sur le socle solide de la physique. Force de Lorentz, loi de la MHD et équation de Faraday. L'apport original est de voir le plasma non comme un milieu passif, mais comme un système actif à synchroniser. La sécurité bride chaque action via des coefficients K-safe, assurant la stabilité avant la performance. Si les signatures ne sont pas reproductibles, l'état 1,5 doit être abandonné. C'est la rigueur de la science. La complexité du plasma réel, turbulent et bruité, reste notre plus grand défi à ce stade. Mesurer avant d'affirmer, comparer à une référence et inclure les critères d'échec, voici nos piliers. L'architecture finale s'organise en couches, du cœur plasma au confinement magnétique et au contrôle PLL. Elle intègre la couverture de tritium, le tri neutronique et se conclut par la sécurité post-arrêt indispensable. Ce projet est une proposition structurée pour explorer la fusion par le contrôle étape par étape. Les perspectives sont vastes, formalisation mathématique complète et simulation numérique de haute fidélité. Ainsi se clôt notre étude. Ce n'est qu'un début sur le long chemin de l'énergie de demain. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans cette exploration approfondie du document Maître Fusion. Nous allons disséquer l'architecture d'un réacteur hybride à plasma automagnétique. Ce projet propose une architecture de contrôle fondée sur l'intégration de briques physiques connues dans une chaîne originale de mesure et de synchronisation. Commençons par l'hypothèse H1.
Le plasma automagnétique. Pour comprendre, utilisons notre triple explication. Imaginez un tourbillon d'eau qui, par sa propre force, commence à structurer son environnement. Le plasma génère son propre champ interne. Mathématiquement, nous cherchons un régime où le champ interne B-int devient comparable au champ externe imposé. La conséquence physique est une dynamique interne structurée qui doit être intégrée à la stratégie de contrôle global. L'hypothèse H2 introduit l'état de champ, un régime où le plasma se comporte comme un oscillateur collectif. C'est comme un orchestre sans chef qui finit par jouer à l'unisson par simple résonance interne. Nous validons cet état par la détection d'une signature collective claire dans les spectres de fréquence. Cela permet de suivre le plasma non pas comme une masse chaotique, mais comme une entité cohérente et pilotable. Passons au chapitre 2, la synchronisation par boucle à verrouillage de phase, ou PLL. Hypothèse H3. C'est l'équivalent d'un embrayage magnétique qui synchronise la commande externe sur le rythme interne du plasma. L'équation d'Adler définit la condition de verrouillage. L'écart de fréquence doit rester inférieur au gain de la boucle. Une PLL réussie réduit les fluctuations et stabilise la phase, condition sine qua non pour un contrôle efficace. L'hypothèse H4 introduit la commande K, une famille de coefficients adaptatifs pour piloter le système. La commande K n'est pas une force fixe, c'est une architecture de pilotage qui s'adapte aux réponses du plasma. Chaque coefficient agit sur une fonction spécifique, de l'excitation RF à la compression dynamique. On obtient une meilleure stabilité qu'avec un contrôle fixe, sans augmenter les risques pour l'installation. Chapitre 3. La compression dynamique utile, ou hypothèse H5. Augmenter la pression sans perdre la stabilité. C'est comme comprimer un gaz dans un piston. L'énergie augmente, mais il faut éviter les turbulences. L'objectif mathématique est d'augmenter le produit de confinement associé aux conditions de fusion. La conséquence est une amélioration des performances à condition que les instabilités MHD restent acceptables. L'hypothèse H6 explore la récupération inductive contrôlable, transformer la variation de flux en énergie. C'est une dynamo magnétique qui puise une fraction de l'énergie du plasma sans le freiner brutalement. Selon la loi de Faraday, toute variation de flux induit une force électromotrice exploitable. On obtient une puissance récupérée PREC positive, à condition de ne pas déstabiliser l'équilibre du plasma. Chapitre 4. Le cycle du combustible et le bilan neutronique. Hypothèse H7 sur la boucle lithium-tritium. C'est un écosystème fermé, où le combustible consommé est régénéré par le flux de neutrons lui-même. Le ratio de reproduction du tritium, le TBR, doit impérativement être supérieur ou égal à 1. Cela garantit la durabilité du cycle d'été, pilote central de notre architecture énergétique. Enfin, l'hypothèse H8 introduit le cycle FTRH, une branche de valorisation secondaire hors cœur. C'est une voie expérimentale pour utiliser l'excédent de neutrons sans nuire à la priorité absolue du tritium. Par radiolyse hydrogénée, nous étudions la production d'espèces chimiques sous l'effet du rayonnement. Une valorisation contrôlée d'une fraction de neutrons, subordonnée à la sécurité globale du réacteur. Toute cette complexité est encadrée par une sécurité intégrée stricte. Aucun coefficient ne peut dépasser la limite K-safe. La sécurité borne toutes les actions. C'est le socle qui rend ce modèle scientifiquement défendable. Le projet se déploie selon une feuille de route expérimentale progressive, du niveau 0 au niveau 15. Chaque brique est testée séparément, validée ou invalidée avant d'être intégrée dans l'assemblage fonctionnel final. Ce document ne prétend pas que le réacteur fonctionne déjà. Il propose une architecture cohérente à tester. C'est cette structure falsifiable qui donne sa valeur au travail de recherche présenté ici. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin de la présentation. Document Maître Fusion. Annexe consolidée.